Le 29 novembre 1802, sur l'île de la Guadeloupe, une femme est conduite à la potence par ordre de la France de Bonaparte, redevenue esclavagiste. Elle a 30 ans. Son nom est Solitude. Bienvenue dans les lectures de Tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Solitude, la mulâtresse, martyre de l'esclavage. La mulâtresse Solitude, à cause de sa peau très claire, souvenir probable du viol d'une captive africaine entravée dans le bateau qui l'entraînait vers les Antilles. La veille seulement, Solitude a mis au monde l'enfant qu'elle portait, aussitôt arraché de son sein pour s'ajouter au bien d'un propriétaire d'esclaves. Elle aurait dû être exécutée il y a 6 mois déjà, mais les colons ne voulaient pas de gâchis. Ce ventre animé pouvait rapporter 2 bras de plus à une plantation. Solitude est de ces personnages anonymes qui ont traversé l'histoire pour s'être sacrifiés dans la défense d'une cause sans occuper le devant de la scène. Mais si l'on se réfère aux sources documentaires de la période concernée, on sait peu de choses d'elle, à part qu'elle s'est fait remarquer par sa virulence et sa détermination lors des révoltes qui secouaient la Guadeloupe en 1802, après que Napoléon Bonaparte, alors premier consul, eut décidé de rétablir l'esclavage dans les colonies françaises. Et aussi qu'elle fut tuée par pendaison après son accouchement. Beaucoup se sont demandé si la mulâtresse Solitude a vraiment existé. La première trace écrite mentionnant ce personnage émane de l'ouvrage en 4 volumes d'Auguste Lacour, Histoire de la Guadeloupe, publié en 1858 à Basse-Terre. Ancien magistrat et conseiller à la cour impériale, ce blanc créole de la Guadeloupe, né en 1805, donc après les faits, a effectué un travail de recherche considérable et très détaillé dans les archives administratives, les actes officiels et judiciaires et les chroniques de l'époque et recueilli des témoignages de gens, blancs en priorité, affectés par les événements de 1802. Toutefois, la question des résistances, notamment dans les colonies françaises, a été un des thèmes les plus occultés dans la restitution de l'histoire des peuples ayant été confrontés à des puissances impérialistes et esclavagistes. Les écrits d'époque, rédigés par des Blancs, se sont surtout attachés à propager de l'homme noir l'image d'un simple figurant, se soumettant docilement au système qui l'opprimait. Et lorsque celui-ci s'avisait d'entrer en révolte, il se retrouvait dans la narration des faits caricaturés en nègre, sauvage, pillard, incendiaire et assassin, pour reprendre les termes du même Lacour à propos des insurgés anti-esclavagistes. Voici, concernant la mulâtresse Solitude, ce qu'en dit Auguste Lacour dans ce passage relatif à la captivité d'un groupe de 80 prisonnières blanches tombées entre les mains de résistants cantonnés à Dolé dans un camp retranché dirigé par l'officier noir Palerme au début du mois de mai 1802. Et il montre bien qu'elle ne fut pas une simple figure passive, mais une vraie meneuse. Les négresses et les mulâtresses surtout se montraient acharnées contre les femmes blanches.
La mulâtresse Solitude, venue de la Pointe à Pitre, à la Basse-Terre, était alors dans le camp de Palerme. Elle laissait éclater dans toutes les occasions sa haine et sa fureur. Elle avait des lapins. L'un d'eux s'étant échappé, elle s'arme d'une broche, court, le perce, le lève et le présentant aux prisonnières. « Tiens, dit-elle, en mêlant à ses paroles les épithètes les plus injurieuses, voilà comment je vais vous traiter quand il en sera temps. » Et cette malheureuse allait devenir mère. Solitude n'abandonna pas les rebelles et resta auprès d'eux, comme leur mauvais génie, pour les exciter au plus grand forfait. Arrêtée enfin au milieu d'une bande d'insurgés, elle fut condamnée à mort, mais on dut surseoir à l'exécution de la sentence. Elle fut suppliciée le 29 novembre après sa délivrance. Fin de citation. Lorsque, adolescente, j'entendis de vieux parents évoquer le nom de la maîtresse Solitude, la représentation qu'ils en avaient n'était pas celle diffusée par cette source écrite s'imposant, pour certains, comme la seule référence crédible. Solitude était dépeinte comme une résistante, une marronne, une combattante qui avait pris part au soulèvement des Noirs de la Guadeloupe contre la force napoléonienne venue les remettre en esclavage. Ces traditions orales, transmises de génération en génération par les anciens, ne doivent donc pas être négligées en tant que source d'information pouvant assurer la survivance des actes de bravoure et de résistance de peuples noirs dans la mémoire collective. Finalement, ce personnage allait trouver une reconnaissance comme figure historique grâce à son immortalisation par la littérature. En 1972, en effet, le romancier français André Schwartz-Barth, alors marié à la femme de lettres guadeloupéenne Simone Schwartz-Barth, imagine à Solitude une histoire ainsi que sa vie dans l'esclavage et en fait une forte tête féminine parmi les résistants de 1802. Tout comme elle était perçue par les traditions orales. Ce roman allégorique allait trouver un écho parmi ceux qui revendiquaient la réhabilitation des résistants noirs de la période esclavagiste et dénonçaient la politique d'occultation de ce passé par la France. En conclusion de cette introduction nécessaire, on peut dire sans embâche que la mulâtresse Solitude symbolise ces milliers de femmes de Guadeloupe et d'autres terres d'esclavage qui se sont battues pour la liberté et ont été martyrisées ou exécutées lors des répressions qui s'en sont suivies. Le récit proposé ici repose donc sur des publications d'historiens et des travaux de chercheurs sur le contexte de l'époque et pour ce qui est de Solitude sur des sources écrites et orales, ainsi que sur l'œuvre littéraire que cette figure emblématique a inspirée. Revenons à notre narration. Ainsi, 8 ans avant ces événements, en 1794, dans l'euphorie de l'après-révolution française, l'abolition de l'esclavage avait été décrétée dans cette colonie malgré l'opposition des planteurs blancs qui en contrôlaient l'économie. Libérés de leurs chaînes, les Noirs sont nombreux à s'éloigner de leur environnement de servitude pour tenter de se reconstruire une vie bien à eux, loin de la tyrannie des anciens maîtres. Certes, il avait fallu 5 ans de débats houleux aux parlementaires parisiens pour savoir si les droits de l'homme et du citoyen proclamés en 1789 devaient s'appliquer aux nègres, considérés à l'époque comme des êtres inférieurs. En outre, les humanistes français de la Société des Amis des Noirs, créée en 1788, étaient plutôt partisans d'un adoucissement de l'esclavage pour ne pas désorganiser l'économie coloniale dont la France tirait sa prospérité et préconisait une abolition graduelle pour permettre aux nègres d'accéder à la civilisation
avant de prétendre à la liberté. Aussi, était-il loin de l'indignation des philanthropes anglais, d'autant plus à l'aise pour dénoncer la traite négrière et l'esclavage, que la révolution industrielle et l'arrivée des machines en Grande-Bretagne ne nécessitaient plus une utilisation aussi intensive de main-d'œuvre servile. Les représentants des grands planteurs ont averti l'Assemblée. Le pacte social voté par les individus de la nation française ne pouvait avoir une acceptation universelle. Or, les nègres et les gens de couleur n'ont jamais fait partie de la nation française. Étrangers, tirés des climats les plus éloignés, achetés par les colons des mains de négociants français, pouvaient-ils être appelés à ce contrat fait pour des hommes libres? Abolir la traite entraînerait l'abandon de nos colonies, une crise fatale pour notre marine et notre commerce, la fermeture de nos usines en France même et par conséquent le chômage de la moitié des ouvriers français. Ce serait donc non seulement la ruine des colons, mais une catastrophe pour l'économie nationale. Fin de citation. Le lobbying esclavagiste est entendu. Les colonies sont placées sous autonomie interne, maintenant le statu quo. Or, sur place, dans cette société esclavagiste racialement hiérarchisée et segmentée en 3 statuts juridiques liés à l'origine, le blanc, le libre noir ou de couleur et l'esclave, certaines catégories ont bien retenu cette proclamation sur les droits naturels et imprescriptibles de l'homme que sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et spécialement son premier article qu'ils ont gravé dans leur tête. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ils ne doutent pas qu'elle puisse s'appliquer à eux. Ce sont en majorité des métis ainsi que des noirs libres et affranchis, tenus en marge de la société par la discrimination blanche. Ils vivent de leur métier manuel de maçon, boulanger, charpentier, menuisier ou marchand ambulant. Les femmes sont couturières, soigneuses, accoucheuses ou petites commerçantes. Ils font du négoce ou possèdent leur propre plantation et quelques-uns ont même commencé à faire fortune à force de travail. Parmi ces gens se trouvent donc des personnes instruites qui lisent les journaux et savent ce qui se passe ailleurs. Certains mènent d'ailleurs leur propre combat abolitionniste, alors qu'en Angleterre et aux États-Unis, ce mouvement est le fait de philanthropes blancs alliés à des noirs libres. Alors, les libres de Guadeloupe vont adresser une pétition à l'Assemblée constituante lue par leurs avocats. Les gens de couleur sont libres et citoyens français. Nous ne demandons pas une faveur. Nous réclamons les droits de l'homme et du citoyen. Je me demande de quels droits les Blancs ont exclu un pareil nombre d'hommes de couleur libres, propriétaires et contribuables comme eux. Fin de citation. À l'époque de la Révolution française, la population de la Guadeloupe est évaluée à près de 100 000 esclaves, 14 000 blancs et plus de 3 000 métis et noirs libres ou affranchis. Les Français, arrivés sur l'île en 1635, en avaient massacré les tribus d'Amérindiens, Caraïbes, qui les avaient accueillis avec hospitalité et en avaient fait une escale du commerce triangulaire important des Africains du Ghana, du Togo, du Dahomey, actuel Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, un peu aussi du Cameroun, du Gabon, du Congo et d'Angola, afin d'y produire de la canne à sucre, du rhum, du tabac, du café, du coton, du cacao, des épices et des vivriers. Dans la société guadeloupéenne en formation,
Ils occupent donc le sommet d'une pyramide caractérisée par une ligne de fracture entre grands blancs et petits blancs. Les premières regroupaient ceux dont les noms à particules indiquaient l'ascendance noble, ainsi que des rejetons de familles aristocratiques ayant émigré dans les colonies pour faire oublier leurs frasques ou encore les déçus de la métropole. Venaient ensuite de gros négociants, de riches bourgeois, des fonctionnaires, des officiers de l'armée et d'anciens capitaines de navires négriers. Les domaines des planteurs, appelés habitations, étaient constitués d'une plantation avec la maison du maître et ses dépendances, les cases des travailleurs, les hangars à bétail. Les exploitations sucrières disposaient en outre de bâtiments affectés à la fabrication du sucre et du rhum. Manufactures, moulins, usines, dépôts et ateliers. Tandis que les propriétaires d'exploitations caféières ou vivrières, employant une main-d'œuvre réduite, appartiennent plutôt à la couche moyenne, l'aristocratie sucrière forme un monde clos qui règne sur des habitations de 100 à 300 esclaves. Le maître tout-puissant y administre sa propre justice et possède sa prison, son infirmerie, sa chapelle. Aucun pouvoir extérieur n'a de prise sur lui et pour gérer son troupeau d'esclaves, il est aidé d'intendants, de gérants, de contremaîtres et d'une milice composée à l'origine de tous les hommes blancs en âge de porter une arme, soit 2200 hommes. Celle-ci s'ouvrira à partir de 1785 à des Noirs affranchis. Loin d'être homogène, la communauté des esclaves a aussi ses catégories. Les domestiques, servantes, couturières, valets, cuisiniers, mieux nourris, mieux traités, mieux habillés et qui n'ont qu'une crainte, celle de perdre le statut privilégié que leur confère la proximité avec les Blancs pour être renvoyés parmi les nègres de la plantation qu'ils couvrent de leur sentiment de supériorité. Les ouvriers utilisés dans l'industrie sucrière, les artisans de l'habitation, tonneliers, charpentiers, maçons, forgerons, et les petits producteurs qui pourvoient à l'intendance, pêcheurs, producteurs de vivriers, chasseurs. Quant aux nègres de houx ou de jardin, qui constituent plus de 90% des Noirs de l'habitation, ils travaillent toute l'année, de 4 heures du matin au coucher du soleil, à labourer la terre, couper la canne, récolter le manioc, réparer les chemins, nettoyer les canaux, ramasser du bois de chauffage ou de la paille pour les animaux, préparer le fumier, semer les plants. Et ce, sous la menace permanente des coups de fouet qui régissent leur vie comme des épées de Damoclès. Les petits blancs représentent un peu moins de la moitié des Européens de l'île. Anciens marins et soldats, ils sont devenus intendants, contremaîtres de plantation, petits planteurs ou artisans et boutiquiers dans les villes et les ports. Ils détestent la morgue méprisante des grands blancs, dont ils envient la fortune, traitent les esclaves avec férocité et en veulent aux gens de couleur qui les concurrencent dans des activités artisanales et commerciales. Quant aux femmes blanches, elles sortent pour la plupart du ruisseau parisien ou de prison et se sont rachetées une virginité en foulant le sol antillais pour devenir, par de chanceuses unions, de grandes dames de la société créole. Parmi les non-blancs, les gens de couleur, fruits du droit de cuissage des maîtres sur les jeunes négresses, tiennent à se démarquer des autres noirs libres, considérant les gouttes de sang blanc qui coulent dans leurs veines comme un passeport social. C'est d'ailleurs parmi les individus les plus clairs de peau et aux traits non négroïdes, mulâtres, et majoritairement des femmes, que se trouveront le plus de libres. Cependant, tous ne sont pas émancipés
l'octroi de ce statut dépendant de la volonté du géniteur blanc. Comme on craignait sous Louis XIV qu'une augmentation des sangs mêlés ne vienne désorganiser la hiérarchie sociale, Colbert édicta en 1685 un code noir destiné à réglementer le statut des esclaves. Les relations interraciales y étaient réprouvées et le fait d'être père d'un mulâtre jugé infamant. Les Blancs coupables de mésalliance s'exposaient à être déchus de leurs droits et ne pouvaient transmettre de titres à leurs descendants colorés. Mais ces mesures ne freinant en rien la libido exotique des coloniaux, les autorités françaises finirent par s'en prendre directement aux gens de couleur. Il fut d'abord décrété que leur statut dépendrait désormais de celui de leur mère. Ils ne seraient considérés comme libres que si celle-ci l'était déjà. Puis, l'accès aux emplois publics, aux métiers assermentés et à certaines professions libérales telles qu'avocats, médecins, orfèvres ou apothicaires leur fut interdit. Ils étaient tenus de s'effacer devant les Blancs en toutes circonstances, étaient placés à l'écart sur le bateau ou au théâtre et recevaient l'Eucharistie en dernier à l'église. Dans un univers de dépendance aussi figé, on comprend leur sentiment de révolte lorsqu'ils se rendirent compte que la Déclaration des droits de l'homme risquait de leur passer sous le nez. Les premières révoltes éclatèrent en 1790 dans la colonie française de Saint-Domingue, Haïti d'aujourd'hui, où une rébellion de 350 mulâtres fut noyée dans le sang par les forces de l'ordre. En Guadeloupe, la pendaison de meneurs en place publique n'enraye pas vraiment les soulèvements sporadiques qui agitent l'île entre 1790 et 1792. Ce fut quand même un choc pour la métropole, peu habituée à des révoltes noires de cette ampleur. Après la proclamation de la République en 1792, l'Assemblée législative finit par lâcher du lest en autorisant les hommes de couleur et les Noirs libres et affranchis à devenir citoyens français. Pendant ce temps, Solitude, prisonnière de sa plantation, devait encore ronger son frein comme tous les autres esclaves. Pas pour très longtemps cependant, car les désordres de la Révolution française n'allaient pas tarder à fissurer l'ordonnancement bien huilé de cette organisation oppressive. La scène de la mise à mort de l'Ancien Régime devait en effet se jouer aussi sur ce petit théâtre des Caraïbes avec les grands planteurs blancs dans le rôle des royalistes et les petits blancs dans celui des patriotes, chaque camp armant ses esclaves pour les placer en première ligne des affrontements. C'est que les nouvelles mettaient 2 mois à arriver de métropole par bateau. Les événements français se répercutaient donc dans les territoires d'outre-mer avec un petit décalage. Aussitôt que fut connu le guillotinage en janvier 1793 du roi Louis XVI, le régime local de la terreur commença aussi à faire rouler ses têtes. Des familles entières de planteurs furent massacrées et leurs biens, ainsi que ceux du clergé, confisqués par les représentants blancs de la Convention républicaine. Il faut dire que les religieux, également propriétaires d'habitations, maniaient le fouet comme les autres maîtres. Les frères de la Charité, possédant 2 sucreries et 180 esclaves. Les dominicains, 2 sucreries et 80 esclaves. Et les jésuites, une grande exploitation de 312 esclaves. Traqués par les petits blancs républicains, une partie de l'aristocratie de l'île trouva son salut dans la fuite vers la Martinique voisine, alors investie par les Anglais et donc coupée des idéaux révolutionnaires.
profitant de l'anarchie ambiante, des esclaves téméraires commencèrent à déserter les ateliers pour fuir vers les bourgs sensibles aux idées de nouvelle liberté et d'égalité, tandis que d'autres prenaient la piste des mondes les plus lointains. Ces derniers étaient désignés sous le nom de nègres marrons, du mot espagnol cimarrón, celui qui fuit son maître. Car, sous le drapeau républicain, le manche du fouet était juste devenu tricolore et les navires continuaient de déverser leur tonnage de cargaison humaine, encouragés par la prime au commerce négrier accordée par l'État français. Enfin, l'abolition de l'esclavage. La Convention décrète le 4 février 1794 que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, devenaient des citoyens français, jouissant de tous les droits garantis par la Constitution. Et charge un nouvel administrateur de porter à la Guadeloupe le décret d'abolition. En quittant Brest avec sa flotte d'1 millier d'hommes, celui-ci n'a pas oublié d'emporter une guillotine dont il entend faire bon usage pour nettoyer l'île de ses résidus de colons royalistes. Or, ce qu'ignore alors la métropole, c'est que sa colonie est occupée depuis 2 mois par 4000 soldats anglais qui s'y sont introduits avec la complicité du dernier carré de royalistes locaux. Avec la proclamation de la République, la France était en effet retrouvée face à une coalition européenne d'empires et de royautés prête à en découdre pour un retour de la monarchie. Parmi eux, l'Angleterre, maîtresse du commerce maritime, très tentée par les îles à sucre françaises. Prévenue de la présence ennemie par de faux pêcheurs en canot, croisant au large de la Guadeloupe, Victor Hugues, déjouant la surveillance des frégates anglaises, accoste au gosier le 7 juin 1794 et fond sur la garnison anglaise, déconcerté par l'effet de surprise. Puis il entre dans Pointe-à-Pitre, conscient que ses troupes, malmenées par cet affrontement imprévu et en proie à une épidémie de fièvre jaune, ne pourront venir seuls à bout de l'occupant. Aussitôt arrivé sur la place La Victoire, il officialise la libération des esclaves. Un gouvernement républicain ne supporte ni chaîne ni esclavage. Aussi, la Convention nationale vient-elle de décréter solennellement la liberté des nègres et lance dans la foulée un appel à l'enrôlement de volontaires pour défendre la patrie. Puis il annonce à la cantonade, et sa requête n'en aura que plus de poids, que tout homme ramenant avec lui 10 hommes sera nommé caporal. Plus de 10 hommes sergents, 25 hommes sous-lieutenants, 50 lieutenants, 100 et plus capitaines. Un processus tout à fait conforme, semble-t-il, aux procédures révolutionnaires qui nommaient des généraux de 25 ans, comme le sera un peu plus tard Napoléon Bonaparte. La nouvelle de l'abolition fit le tour de l'île en un éclair. Les tambours et les trompes avaient à peine fini d'en relayer l'annonce vers les habitations les plus reculées que les esclaves abandonnèrent les plantations en masse et se précipitèrent à Pointe-à-Pitre pour ajouter à l'allégresse ambiante. Ce jour-là, solitude est parmi les milliers de pauvres airs incrédules qui, les larmes aux yeux, commandent sur la place le décret de la République. Elle voit des hommes éperdus de reconnaissance sortir de la foule et s'avancer vers l'estrade où le chef blanc harangue le peuple. Et c'est ainsi que 3000 esclaves pieds nus et pantalons troués et des centaines de libres rallièrent en masse l'appel de Victor Hugues qui les habilla aux couleurs de la République et en fit le premier bataillon de sans-culottes noirs.
Jetée à l'assaut des forces anglaises après un entraînement intensif, l'armée des nouveaux citoyens libéra la Guadeloupe en 6 mois de combats acharnés, ce qui permit ensuite au commissaire de la République de s'occuper de ses vrais ennemis, les contre-révolutionnaires, fusillés ou envoyés par charretée entière à la guillotine. En vertu de jugements expéditifs délivrés par le tribunal ambulant mis sur pied à cet effet, un bon millier de coups monarchistes, ou supposés tels, seront tranchés jusque dans les plus petits recoins de l'île. Après avoir reconquis leur pays, les Guadeloupéens espèrent maintenant jouir de l'acte libérateur qui, pour eux, symbolise la reconnaissance par la France que la prospérité des colonies s'est aussi faite sur le dos des nègres. Citoyens français, il leur faut maintenant une existence légale, eux qui ne possèdent pour toute identité qu'un prénom, un matricule et les initiales de leur maître gravées au fer rouge dans leur chair. Ils se pressent devant les bureaux d'état civil. Plume en main, les commis blancs de l'administration les attendent de pied ferme. Comment distribuer la cocarde de citoyens à cette houle indistincte de face noire qu'ils n'ont jamais considérée autrement que comme des bêtes de somme? Avec des ricanements, les patronymes sont fixés sur les registres pour l'éternité, en évitant autant que possible les noms des blancs de la colonie. Noms d'arbres, pruniers, pommiers, manguiers, de fleurs et d'animaux, rosettes, corbeaux, zébus, au suivant. Un coup d'œil sur le dictionnaire, châtaigne, chalumeau, chérubin, fantaisie, joli cœur, au suivant. Personnages illustres, Hannibal, Darius, Cicéron, Caton, Charlemagne, Ninon, Minerve. Anagramme à multiples variantes, étilagé pour égalité ou étrebile pour liberté. Au suivant. Nom de lieu, Bordelais, Nankin. Nom de maître inversé, Guélambé pour Bélanger. Prénom accolé ou fantaisiste, Fête-Nat, parodie de fête nationale pour ceux nés un 14 juillet. Oui, une bonne farce que de désigner à la moquerie et au ridicule ces noirs analphabètes que la République prétendait leur imposer comme concitoyens. Solitude n'a pas besoin de nom. Les autres l'ont toujours appelée la mulâtresse Solitude. Dans son récit, l'écrivain André Schwartz-Bart l'a fait naître en 1772 dans le domaine d'un planteur du parc sur la commune de Cap-Ster. Ce dernier l'a prénommée Rosalie car à l'instant de son premier vagissement, mourait une vieille esclave ainsi prénommée. Jugeant plus tard son teint clair, son beau visage et ses cheveux lisses, le maître a décidé qu'elle serait parfaite pour servir à sa table. Sa mère aurait été une vraie Africaine, violée par un marin à bord du bateau qui l'avait arrachée au sien. D'après certaines traditions orales, elle serait plutôt née des œuvres d'un blanc de l'île sur une esclave. Puis un jour, on les sépara. Solitude devait être élevée dans la maison du maître et sa mère n'avait plus le droit de l'approcher. De désespoir, la pauvre femme échappa nuitamment aux chiens de garde et prit la route du marronnage. Alors, l'enfant qui n'était guère bavarde se mura dans le silence et ne répondait que quand elle y était contrainte. On lui apprit le français, la couture et la harpe pour jouer avec la fille du maître, à peine plus âgée qu'elle. Petite, celle-ci s'amusait déjà à la fouetter violemment lorsque, montée sur son dos, elle lui disait « Tiens, fais le cheval !» Puis, Solitude se retrouva un jour dans une autre habitation et plus tard encore sur un champ de canne. En 1794, sa liberté acquise, elle ne cherche pas à s'intégrer dans le moule que la République offre à ses citoyens noirs.
elle choisit de rejoindre au camp de Goyave une communauté de nègres marrons retranchés dans les mondes et les bois. Ce qu'elle a vécu dans l'enfer des habitations, elle préfère l'enfouir au tréfonds de sa mémoire, sachant bien qu'elle ne pourra jamais oublier. Les viols des maîtres, contre-maîtres et intendants qui se sont acharnés sur ce corps de nacre sans arriver à en flétrir la fierté, même si ses yeux noisettes, empreints d'un abîme de tristesse, en reflètent toute la meurtrissure. Les avortements clandestins, où l'on risquait sa vie entre les mains de rebouteuses aux plantes plus ou moins efficaces. Elle se souvient de cette petite négresse de 15 ans, maintes fois abusée, qui, doucement, en le couvrant de baisers, avait enfoncé une pointe dans le crâne de son bébé pour lui éviter l'horreur de l'esclavage. Le maître avait été si furieux de perdre une future force de travail qu'il avait réuni tous les esclaves pour assister au supplice. Et ils étaient restés là des heures à regarder ce corps nu attaché à un poteau et badigeonné de mélasse sucrée, tandis que jusqu'à son dernier souffle, la malheureuse ne cessa de brailler des malédictions à l'endroit du maître pour ne pas sentir les colonnes de fourmis carnivores, les mouches dévorantes, les guêpes et les abeilles qui la grignotaient à petit feu. Solitude connaissait l'arsenal utilisé pour soumettre les récalcitrants. Chaînes, fer aux pieds, entraves, carcans, garrots, colliers de fer dont les pointes empêchaient de dormir, cachots, potences, et aussi ces masques de fer blanc fixés sur la bouche pour empêcher l'esclave affamé de sucer même une tige de canne à sucre. Elle avait appris à dompter la révolte qu'elle sentait gronder en elle face à la jouissance du maître, faisant introduire un épieu incandescent dans la croupe d'un nègre. Ou bien, lorsqu'on contraignait une mère à appliquer sur le corps sanguinolent d'un fils, écorché par les coups de nerfs de bœuf, un mélange de sel, de piment, de poivre, de citron et de cendres brûlantes pour accroître la douleur tout en évitant qu'une gangrène ne vienne écorner le capital humain. Elle en avait vu gicler du sang lorsque le blanc mutilait un poignet, coupait un pied, tranchait une oreille ou lacérait les parties sexuelles d'un téméraire qui avait tenté de fuir le paradis de son propriétaire. Et puis les lynchages. Chaque habitation avait son gros arbre qui n'attendait que la corde à serrer autour d'un cou noir. Que de fois elle avait fermé les yeux devant l'insoutenable. Un contremaître hilar versant de la cire enflammée, du lard fondu ou du sirop de canne bouillant sur un nègre hurlant, maintenu dénudé au sol par 4 piquets. Elle avait pleuré ses compagnons d'infortune, grillés vivants dans des fours à pain ou enfermés dans des tonneaux à l'intérieur piqués de clous que l'on faisait ensuite dévaler le long d'une pente. Elle s'était mordu les doigts au sang devant l'effroi de ces hommes ligotés dont la bouche et l'anus avaient été bourrés de poudre explosive avant qu'on enflamme la cordelette qui en dépassait. Elle avait lui aussi l'humiliation de ceux qu'on obligeait à manger leurs excréments, boire de l'urine et avaler le crachat des autres esclaves pour avoir mal répondu à un blanc. Oh, respect pour ces hardis empoisonneuses dont les décoctions de plantes inodores et sans saveur, furtivement délayées d'un bol de soupe, foudroyaient en quelques heures un maître maudit. Mais en attendant, courber l'échine, juste pour rester en vie et voir un jour la fin de tout ça. L'euphorie de l'abolition fut de courte durée. Comment en effet
redémarrer la production agricole désorganisée par la libération des Noirs. Après 160 ans d'une féroce oppression, ceux-ci refusent désormais de travailler dans les mêmes conditions. Certains se livrent à des actes de sabotage des récoltes, d'autres règlent leurs comptes aux maîtres qui les maltraitaient et viennent la nuit égorger les énormes dogues mouchetés qui plantaient leurs crocs dans le dos des fuyards. Pour faire revenir la main-d'œuvre sur les habitations, le commissaire de la République institue un système de travail forcé. Les nouveaux affranchis, non incorporés dans l'armée, sont invités à réintégrer leur ancienne exploitation sous peine de prison en cas de désobéissance. On promet toutefois d'obliger les propriétaires à les rétribuer sous contrôle de l'autorité publique. Mesure dont l'effectivité n'a jamais pu être attestée. Ce n'est pas vraiment l'esclavage et les châtiments meurtriers ne sont plus de mise. Nombre de ces travailleurs ont eu la satisfaction de voir déporter ou décapiter leur maître au nid. De plus, l'incorporation au patrimoine de la République des exploitations arrachées aux royalistes a permis d'instituer un système de fermage plus profitable aux paysans noirs. Alors, il faut dire que la masse des anciens esclaves n'est plus aussi injustement compacte. Les éléments les plus dynamiques de cette communauté, majoritairement pénétrés des idées révolutionnaires, ont rejoint les rangs de l'armée et jouissent d'une certaine considération vécue comme une revalorisation morale et sociale. Par ailleurs, nombre de ceux qui avaient fui les plantations dans le cafouillage de la période révolutionnaire sont installés comme cultivateurs sur un lopin de terre. D'autres se sont mis à leur compte dans les bourgs, se faisant oublier dans l'anonymat de la ville sous un nouveau statut d'artisan. Quant aux plus réfractaires, ils ont choisi la clandestinité du marronnage. Justement, les autorités de l'île voient d'un mauvais œil ces regroupements de Noirs livrés à eux-mêmes, suspects d'avoir fui la liberté, l'égalité, la fraternité et le travail forcé. Ils se sont construits des huttes de branchage et des cabanes de planches loin de toute collectivité administrative et ont planté leurs carrés d'igname sous la frondaison de bois inaccessible. En ville, on raconte qu'ils descendent la nuit de leur monde pour voler dans les récoltes et soustraire quelques cabris afin d'améliorer leur frugale ration. On dit aussi que les rebelles qui s'en prennent aux planteurs et aux contremaîtres sadiques pour se venger des sévices passés trouvent refuge dans leur campement. Aussi, l'armée les traque-t-elle sans répit, décimant les bandes organisées et les groupes en divagation. En février 1798, les gardes nationaux blancs du nouveau chef de la Guadeloupe, le général Edme Étienne Desfourneaux, attaquent par surprise le campement de Goyave et anéantissent sous les obus presque tous les marrons qui s'y trouvaient, avec femmes et enfants. Solitude et quelques survivants en ont réchappé de justesse. Elle se trouvait en effet à mi-chemin du camp lorsqu'elle avait entendu le ululement des conques de l'ambi des guetteurs postés à flanc de montagne pour surveiller les intrus. Sentant le danger, elle avait détalé dans les profondeurs de la forêt. Après le carnage, elle était remontée sur la colline, avait consolé les rescapés, enterré les morts et reformé un petit noyau qui, pendant près de 4 ans, joua à cache-cache avec les milices d'un bout à l'autre de l'île. Pendant ce temps, l'histoire poursuivait son cours. En France, un jeune général de 25 ans, auréolé de victoires militaires, s'emparait du pouvoir en 1799. Accueilli en sauveur de la République, Napoléon Bonaparte s'attelle à réorganiser le pays. Mais pour lui, restaurer l'ordre dans les colonies
c'est y rétablir totalement l'esclavage. Son épouse, Marie-Joseph, dite Joséphine, Rose Tacher de la Pagérie, veuve de Beauharnais, est une fille de colon de la Martinique et elle l'a sensibilisée au problème de l'économie sucrière. Un homme de poigne sera désigné pour cette mission, le contre-amiral Jean-Baptiste Lacrosse. Dès son arrivée à Pointe-à-Pitre en mai 1801, celui-ci décide de frapper un grand coup en brisant l'armée coloniale et les élites antillaises. Son objectif, neutraliser certaines personnalités susceptibles d'organiser une résistance au rétablissement de l'esclavage. L'exemple du général noir haïtien Toussaint Louverture, prenant en 1800 le contrôle de Saint-Domingue, a traumatisé la France. Il n'est pas question de laisser se rééditer la même catastrophe en Guadeloupe et de voir se mettre en place un pouvoir noir. Prétextant une conspiration, il fait arrêter et déporter plusieurs officiers antillais respectés pour leur état de service. Les troupes noires, qui s'étaient distinguées dans de nombreux combats contre les Anglais, étaient admirées de la population. Certains des officiers de couleur avaient fait leurs armes en France où ils s'étaient perfectionnés dans l'art militaire. Arrestations arbitraires, vexations et déportations frénétiques vers Madagascar, New York ou la France se multiplient. Mais c'est une violation raciste de la hiérarchie militaire au détriment du plus gradé des officiers antillais qui provoque une première révolte des soldats, aussitôt réprimée par des exécutions sommaires. La tension monte dans la population avec l'embaftillement de plusieurs notables de couleur investis dans la vie locale et accusés d'être des ennemis du gouvernement. Enfin, la tentative d'arrestation d'un des jeunes officiers les plus populaires de l'armée mettra Pointe-à-Pitre en ébullition. Prévenu à temps, Joseph Ignace, ancien charpentier devenu après un brillant parcours militaire, capitaine du 1er bataillon de la colonie, réussit à s'échapper. Mais la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Une partie de l'infanterie se répand dans les rues de la ville, suivie de centaines de cultivateurs descendus de leurs champs de canne dès qu'ils ont appris qu'on menaçait leurs héros. Ces hommes avaient payé de leur sang pour permettre à la France de ne pas perdre une partie de son domaine colonial. Alors que la garde nationale composée de blancs s'avance vers la foule en colère, la tragédie est évitée de justesse par l'interposition de 2 officiers antillais accourus à la hâte, dont le colonel Magloire Pélage, qui parvient à calmer les esprits. Toutefois, la population, l'armée et un certain nombre de notables blancs, excédés par les méthodes brutales du chef bonapartiste, réfugié à Basse-Terre, chef-lieu administratif du pays avant de fuir la Guadeloupe, décident de créer un conseil provisoire de gouvernement composé de 3 négociants blancs et d'un mulâtre dont il confie le commandement au colonel Pélage. Proclamant haut et fort sa fidélité à la France, ce dernier, dans diverses correspondances au consul Bonaparte, tentera d'expliquer que c'était la seule alternative possible face au comportement inique de son représentant officiel. Vu de Paris, cette situation s'apparente à un intolérable acte de rébellion. Bonaparte somme le général Antoine Richepense d'aller écraser la mutinerie, de rétablir l'autorité de la France sur la Guadeloupe et de remettre immédiatement à leur place, c'est-à-dire dans les fers de l'esclavage, ces nègres insolents qui ont osé défier son pouvoir. Une flotte de 10 bâtiments transportant un corps expéditionnaire de près de 4000 hommes surgit le 4 mai 1802 dans la rade de Pointe-à-Pitre. Les Guadeloupéens ne savent pas ce qui les attend. Légalistes,
Ils se massent sur le port au son de la musique militaire jouée par les troupes coloniales. Ils sont persuadés que Bonaparte, compréhensif, leur envoie un administrateur plus juste. Sitôt débarqués et sans répondre au salut des soldats antillais, les Français vont prendre possession des forts stratégiques de la ville gardées par la garnison locale. C'est le moment que choisit Solitude, caché dans la foule des badauds étonnés, pour filer vers son maquis. Le soir venu, tous les bataillons noirs sont réunis à l'extérieur de la ville pour la revue des troupes. Richepense ordonne de poser les fusils par terre. Quelques fantassins et officiers en armes s'évanouissent alors discrètement dans la nuit tombante. Les déserteurs, ils sont environ 150, dont le capitaine Ignace décide de rallier Basse-Terre, jugé plus sûr. Sur le champ d'armes, à peine le dernier soldat noir a-t-il déposé sa baïonnette que le corps expéditionnaire français se jette sur les hommes, leur arrache leur uniforme et les roue de coups de pied avant de les traîner vers les cales des frégates où ils sont enchaînés. À minuit, la fière armée coloniale n'existe plus et ces valeureux soldats sont redevenus esclaves. Un fuyard qui a couru toute la nuit à travers bois et a fini le reste du chemin dans un canot de pêcheurs arrive en trombe à Basse-Terre. Bégayant d'émotion, il informe le commandant de la garnison de ce qu'il a vu. Le colonel d'infanterie, Louis Delgrès, comprend immédiatement la menace. Ces rumeurs diffusent sur le rétablissement de l'esclavage seraient donc avérées. Révolté par le revirement de l'État français sur l'abolition, cet intellectuel de 36 ans, mulâtre né d'un blanc d'origine martiniquaise, poète et violoniste à ses heures, pétri de pensée et de la philosophie des Lumières, libère la garnison et la garde nationale blanche dont il a la charge sur ces mots. Mes chers amis, on en veut à notre liberté. Sachons la défendre en gens de cœur et préférons la mort à l'esclavage. Vivre libre ou mourir. Les officiers antillais s'engagent spontanément à ses côtés. Avant d'évacuer Basse-Terre, ils installent des batteries sur la côte pour empêcher un éventuel débarquement de Richepense. Quelques déserteurs commencent à arriver de Pointe-à-Pitre, parmi lesquels Ignace et son groupe. Certains filent dans les communes avoisinantes pour informer la population de ce qui se passe. Le 10 mai 1802, une proclamation de Delgrès intitulée « À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir » est placardée sur les arbres et les murs de plusieurs bourgs de la Basse-Terre. Elle a été rédigée avec l'aide d'un de ses proches, l'adjudant général Monnereau, un blanc créole originaire, lui aussi de la Martinique. Une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligée d'élever sa voix vers la postérité pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Nos anciens tyrans permettaient à un maître d'affranchir son esclave et tout annonce que, dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes qui ne veulent voir d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur que dans les fers de l'esclavage. La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause. Elle est celle de la justice et de l'humanité. Fin de citation. Son plaidoyer résonne comme un cri de ralliement. Des campagnes environnantes et des plantations voisines, ouvriers, cultivateurs, paisibles pères de famille, femmes, adolescents, arrivent par petits groupes armés de gourdins, de pics et de coutelas.
Les frégates de riches pensent qui ne peuvent accoster bombardent copieusement les mondes où sont retranchés les insurgés avant de débarquer les troupes un peu plus loin. Depuis l'arrivée du chef blanc, Pélage, l'ancien chef du gouvernement provisoire, se fait tout petit car il tient à sa tête. Un militaire discipliné, il a fait allégeance et, tel Judas, guide même les soldats français à travers la montagne vers la position supposée abriter son ancien camarade de régiment. Parmi les femmes qui, aux côtés des hommes, luttent dans cette guérilla inégale, transportent les munitions, soignent les blessés, réconfortent les enfants effrayés, Solitude est là, un pistolet à la main. Dès que les rumeurs de résistance lui sont parvenues, elle a quitté sa retraite avec les siens pour rejoindre les pauvres forces du commandant Delgrès. Elle est enceinte de son compagnon, un nègre marron qui se bat comme elle et qui sera bientôt atteint par un obus. Marthe Rose Toto, la compagne de Delgrès, est là aussi avec son sabre. Après 15 jours d'un siège ensanglanté, Richepanse, qui a subi de nombreuses pertes sur ce terrain inhospitalier, commande de nouveaux renforts à Pointe-à-Pitre. De son côté, le chef des insurgés sait qu'il ne peut rester plus longtemps dans cette forteresse Saint-Charles où il s'est retranché avec ses 400 hommes rejoints par des volontaires, des paysans et des nègres marrons. Une nuit, sur le coup de 3 heures du matin, trompant la vigilance des assaillants épuisés, le groupe s'évanouit dans une épaisse végétation, leur bruit de pas étouffé par le ruissellement d'une rivière proche. Ignace prend la direction de Pointe-à-Pitre avec une centaine d'hommes. Sa mission, rameuter des forces pour repousser l'offensive française. Car, à mesure que les gens apprennent que les Blancs veulent rétablir l'esclavage, des communes se soulèvent, des partisans cherchent à rejoindre les rebelles, d'autres tentent de harceler les renforts attendus en vue de retarder leur jonction avec le camp des insurgés. L'aventure d'Ignace s'arrêtera le 25 mai 1802 dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre. Pris au piège sur un lieu non protégé, il sera bombardé avec ses compagnons par la colonne française lancée à ses trousses. 675 cadavres d'hommes et de femmes, réduits en charpie, seront retirés de ce lieu de martyre et la tête d'Ignace exposée sur un piquet en place de la Victoire, tandis que 250 prisonniers seront passés par les armes en public. Au bout de 5 jours d'attente, Delgrès, retranché dans un manoir fortifié du Matouba, dans la zone du volcan de la Soufrière, comprend que la stratégie d'Ignace a échoué. Richepanse, informé de la mort du rebelle qui pouvait constituer une menace pour ses arrières, lance ses 1800 soldats à l'assaut de la colline boisée occupée par les insurgés. Le chef des combattants de la liberté rassemble alors ses gens, peut-être 500 personnes, et demande à ceux qui souhaitent se retirer de le faire maintenant pour ne pas prendre de risques. 300 irréductibles lui font un rempart de leur corps. Il fait miner l'habitation et se porte avec un groupe d'hommes au devant de l'ennemi afin de ralentir sa marche. Une fusillade éclate intense. Delgrès est blessé au genou. Les résistants seront bientôt cernés. Ils remontent au manoir. C'est là qu'ils attendront leur ennemi pour un dernier face-à-face. Dès que les Français apparaissent à la barrière de caféiers qui borde le domaine, ils sont accueillis par une grêlée de plomb. Tout autour de l'habitation, les pauvres nègres se battent pour une cause qu'ils savent perdue. Juste pour leur dignité d'hommes et de femmes libres. Sous la terrasse, des barils ont été camouflés.
Une traînée de poudre serpente discrètement jusqu'au rez-de-chaussée du bâtiment, passe sous la lourde porte fermée et s'arrête en un petit monticule entre Delgrès et son aide de camp, assis sur un canapé. Ils ont chacun un réchaud allumé à leur côté. Les 300 martyrs se tiennent la main, les femmes serrant leurs enfants tout contre elles. Une dernière clameur, la mort plutôt que l'esclavage. Puis, c'est le silence. Lorsque, ce 28 mai 1802, à 3h30 de l'après-midi, l'avant-garde française franchit enfin la demeure, baïonnette en joue, une effroyable explosion retentit. Dans un grondement d'éruption rougeoyante, des corps blancs et noirs volaient dans les airs et retombent épars sur les décombres de murs, tels de grosses volailles démembrées. Sous les cadavres déchiquetés, Solitude blessée a miraculeusement survécu à l'hécatombe avec une poignée de résistants. Sa grossesse lui évite la corde, mais pour quelques mois seulement, car la répression qui s'abat sur la population antillaise entraîne l'île dans un tourbillon sanglant. Pendant près d'1 an, tous ceux qui ont sympathisé avec la rébellion sont impitoyablement traqués, condamnés par une commission militaire et mis à pourrir 48 heures sur la potence de leur pendaison, fusillés par dizaines sur les plages ou jetés vivants dans des bûchers en place publique. On estime à environ 10 000 le nombre de victimes de l'insurrection et de la répression, y compris les déportés et ceux qui furent exécutés pour avoir refusé de reprendre leurs conditions d'esclaves. Dans la même semaine, en effet, les citoyens noirs de la Guadeloupe redevenaient esclaves et étaient réincorporés dans les biens de leurs anciens maîtres ou, si ces derniers n'étaient pas identifiés, revendus à des esclavagistes au profit des pouvoirs publics. Le 11 juin 1802, la combattante Marthe Rose Toto, femme de Delgrès, est transportée au bourreau sur un brancard. S'étant fracturé la jambe lors de la fuite nocturne vers Matouba et ne pouvant marcher faute de soins, elle avait été retrouvée dans son refuge et condamnée à la pendaison. Le 19 novembre, c'est au tour de la mulâtresse Solitude de monter sur l'échafaud. Elle qui s'était battue pour la liberté laisse un enfant à l'esclavage, le nouveau-né dont elle a accouché la veille. La foule qui l'accompagne vers la potence est immense et silencieuse, mais elle comprend tout dans leur regard. Ne pas montrer même une larme furtive de crainte d'être taxé de rebelle. Courber l'échine, juste pour rester en vie et voir un jour la fin de tout ça. Ce sera en 1848, la deuxième abolition de l'esclavage. Malgré la brutalité de la répression, la multiplication des révoltes spasmodiques allait en effet déstabiliser l'économie sucrière et constituer une grave menace pour la sécurité des colons en Guadeloupe, mais aussi à Saint-Domingue, Haïti, où de nombreuses plantations furent incendiées et des Blancs massacrés. Ce climat insurrectionnel a indubitablement pesé sur la décision d'abolition par la France. Asante, Akiba, Matondo, Masoma, Nguepi, tous ces mots simplement pour vous dire merci pour votre écoute. Matondo à ceux qui soutiennent la chaîne.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo à vos proches ou à vos amis, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Bicolin.